Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Il y a déjà quelques temps de cela, sur Twitter, quelqu'un m'avait fait la remarque sur le fait que je ne parlais pas de films français sur cette chaîne. Et c'est vrai. Il est vrai que j'ai plutôt une culture étrangère en matière de cinéma. Je ne suis pas un patriote dans le cinéma. Ben, ni dans la gastronomie, hein. J'aime pas le fromage, ni le pain, ni la baguette. J'ai déjà porté le béret une fois, mais voilà. Manque plus que la moustache moche, mais c'est dommage. Bon, passons aux choses sérieuses, hein, quand même. C'est vrai que le cinéma français est entouré de films méconnus. Normalement, si vous parlez à quelqu'un qui connaît presque rien au cinéma, et que vous lui parlez de films français, il va sûrement vous répondre, ah, c'était mieux avant. C'était mieux avant quand il n'y avait pas trop de comédie, où il y a des gens racistes qui font des blagues nulles, ou encore des trucs avec des migrants, ou ah, Mamadou est dealer de drogue, mais en fait il a un talent caché, et c'est Monsieur Jean-Marc Généreux qui va l'aider à s'en sortir. C'est vrai c'est vrai que beaucoup de gens ont ces préjugés en matière de cinéma français. Soit des comédies, soit des, soit des drames où les protagonistes sont souvent des blancs qui aident des personnes de classe sociale un peu basse à s'en sortir. Le sauveur blanc, en gros. Oui. Je rigole, mais je digresse, hein. Mais le cinéma français, c'est pas que ça. On est très fort en termes d'animation, y compris, euh, y compris à notre époque. Hein, Ma vie de courgette. Bon, oui, 2013, mais bon. J'ai perdu mon corps. Ça, c'est récent. Récent à l'échelle du cinéma, hein, je veux dire. Parce que oui, pour un bébé né en 2020, c'est pas récent, hein. C'est déjà un truc de vieux. Ou pour un consommateur de films réguliers, oui, c'est un vieux film. Comment ils vont faire les gosses de maintenant à mon âge? Vraiment croire que les films de 2019-2020, c'est des trucs de vieux. Bon, après, c'est comme ça, hein.
Bon. Mais on est aussi, et là, ça soit un petit peu moins, on essaye de se démarquer, mais c'est souvent le public qui veut pas. La preuve avec ce film. J'aurais pu en, en parler dans un cinémascope. Car c'est un film vraiment pas connu. Il a été un flop commercial total. Malgré le fait qu'il soit tiré d'une BD populaire. Oui. Sur un budget de 6,8 millions d'euros, il n'a récolté que 3 millions. Il a récolté la moitié du budget. Je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas eu de suite à ce film. Et non pas au fait qu'il soit nul. Aujourd'hui, on va parler du film Seul, réalisé par David Moreau. Ce film est tiré de la bande dessinée du même nom, écrite par Fabien Wellman et dessinée par Bruno Cazzotti, pour le journal Spirou en 2005, puis édité par les éditions Dupuis en 2007. Cette BD raconte l'histoire d'un groupe de jeunes âgés de 6 à 12 ans tentant de survivre dans un monde où les adultes ont disparu et dont ils sont les seuls survivants. Cette bande dessinée a fait son petit bonhomme de chemin, puisque elle continue son aventure encore aujourd'hui, avec un tome 15 publié en novembre 2024 et un tome 16 qui va être publié cette année. Alors, mon rapport avec cette bande dessinée date de l'école primaire. C'est vrai. Lorsque le premier tome est sorti, j'ai été encore dans la cour de récré à parler des Power Rangers et à dire à quel point euh, les, les films Shrek, c'est trop bien. Oui, déjà à l'époque, je défendais les films d'animation. Oui. Après, oui, les films Shrek, de l'époque où je découvrais la BD, ils étaient bien. Et même ceux de maintenant. Ah, je rigole. Quoique, non. Ah. Et dès ma première lecture, j'ai été mis dans l'ambiance. Tiens,
cette BD m'a en même temps fasciné et m'a terrifié. M'a fasciné car j'ai toujours eu un goût un peu morbide pour la fin du monde et les groupes de survivants livrés à eux-mêmes. Voilà. À l'époque, je regardais aussi un petit peu Lost. Hein. Et plus les années passaient et les tomes racontant l'histoire incroyable de ces personnages me plaisaient. J'ai tout de même fait une petite pause de seul lorsque lorsque mon esprit d'adolescent un peu complexé a pas voulu faire comme tout le monde et a voulu justement arrêter les trucs un petit peu trop bébés. Même si en y repensant, mon moi d'avant était con, parce que d'où une BD parlant de mort, de fin du monde et de trucs glauques, c'est pour les gamins. Franchement, j'ai envie de me taper. Hein. Si je pouvais revenir dans le passé, je dirais, ferme ta bouche. Alors, sans aucune raison, oui, voilà, j'ai arrêté de lire la BD. Et ce n'est que récemment que j'ai lu les tomes qui me restaient à lire. Dont le dernier tome, L'Hôtel du bord du monde, qui est très bien. Bon, ça ne, ça ne vaut pas les tomes comme Le Clan du requin ou Avant l'enfant minuit, ou même ou même Le Maître des couteaux, qui est mon tome préféré. Oui, 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 j'aime beaucoup cette BD. J'en suis un fan, voilà, c'est ce que je peux dire. J'en suis un fan et je suis fier d'être fan de cette BD. Donc, à savoir que le film, sorti en 2017, a été un échec commercial total. Il a récolté à peu près 3 millions d'euros sur un budget de 6,8, soit à peu près la moitié de ce qu'il a coûté. Et évidemment, qui dit échec commercial, dit pas de suite. Et au vu du dossier de presse euh, où les où les acteurs et où le réalisateur donnait des informations sur le film et
et avait l'espoir qu'une suite se passe. C'est bien dommage. Pour une fois que des gens étaient investis pour nous pondre une saga cinématographique française. Ça aurait pu donner un truc super bien. Oui, ça aurait pu donner, en effet, une bonne saga. Parce qu'en France, on a quoi comme saga cinématographique? Les Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, les campings, les Tuches, les Astérix et Obélix, dans une certaine mesure. Voilà, on n'a pas de saga marquante. Après, oui, je demande pas qu'on ait un Star Wars français. Ouais, on a déjà eu une démonstration de ce que ça pouvait donner avec l'Empire de Bruno Dumont. Oui, j'ai vu ce film. Et non, il est pas bien. Ah là là. Sachez que la plupart des acteurs du film n'ont pas fait autre chose. Bon, mais que c'est quand même bien dommage parce que ça pouvait leur donner une carrière. Ceux qui ont eu de la chance, c'est par exemple l'interprète de Dodie, qui a, oui, on va dire récemment, doublé le personnage de Miles Morales dans les films Spider-Man New Generation et Across the Spider-Verse. Il ne fait pas que du doublage, oui, évidemment. Il fait d'autres choses vraiment très bien. Mais bon, trêve de bavardage, nous allons nous concentrer sur le film. Donc, qu'est-ce que ça nous raconte? L'histoire de Seul Empire. Eh ben, ça raconte l'histoire de Leila, 16 ans, jouée par Sophia Le Saff, qui se réveille un jour en découvrant que plus personne n'est dans sa maison. Rapidement, elle va faire la rencontre de Terry, Dodgy, Camille et Yann, qui vont et ils vont devoir faire face au mystère qui, qui entoure la ville, à savoir une mystérieuse brume violette. Ce qui est intéressant dans ce film,
c'est justement la façon dont beaucoup de choses ont été remaniées. C'est vraiment une adaptation libre. On y retrouve les personnages, mais qui n'ont plus du tout le même âge. Là où, par exemple, là où Terry avait 6 ans dans un BD, il en a 12 dans le film. Le réalisateur justifie ça en nous disant que que le que c'est plus facile pour le public de croire que des enfants, que des adolescents puissent se débrouiller dans ce monde, alors que des enfants, non. Ensuite, beaucoup de choses ont changé par rapport à la personnalité des personnages. Je pense notamment justement à Terry, interprété par Jean-Stan Dupac, qui déjà n'est pas rond. C'est quoi cette roussophobie? Ah non, mais que ce soit le ciné, le cinéma français ou américain, hein. Excusez-moi, mais la petite sirène live action, moi, ce qui m'intéressait, c'est pas le fait qu'elle soit noire, c'est le fait qu'elle soit pas vraiment rousse. C'est quoi cette roussophobie? Ah ah ah. Non, je rigole, mais c'est vraiment un souci, hein. Non, à la discrimination des roux. Non, je suis pas roux, hein, vous inquiétez pas. Oh, oh, oh. Terry qui n'est plus le petit garçon peureux et qui se réfugie dans les blagues à gogo et qui compte toujours sur son doudou pour sauver la situation, entre guillemets, mais qui devient une sorte d'ado, amusé par la situation et qui fait un peu moins de blagues. Alors, j'ai rien contre le fait qu'il fasse un peu moins de blagues, mais c'était vraiment un petit peu l'ADN de Terry dans la BD, d'être l'intérêt comique de l'histoire. J'avoue qu'il y a certaines situations dans la BD qui étaient vraiment drôles. On a aussi le personnage de
Attendez. De Camille, joué par Kim Lockhart, qui, au lieu d'être une enfant de 10 ans et demi, est une adolescente toujours, on peut pas vraiment fixer son âge, et qui, au lieu d'être un peu coquette et toujours inquiète par rapport à son apparence, est un peu plus, son caractère est un peu plus renforcé, un peu plus violent. Et alors je vais pas dire que c'est une mauvaise chose, ça aussi. Je vais pas dire que je préfère qu'un personnage de fille soit comme ça. Mais non. Non, non, mais voilà. Ensuite, normalement, dans la BD, on pourrait dire le personnage principal et le leader du groupe, c'est Doji. Et cette fois, Doji est un petit peu mis en second plan pour laisser la place à Leila, jouée par Sophia Le Sa. Et techniquement, c'est une bonne chose. Leila, dans la BD, est un personnage que j'adore. Mais pas mon personnage préféré. Mon personnage préféré dans la BD, c'est un antagoniste. Et c'est pas un enfant de cœur. L'antagoniste qui apparaît déjà dans ce film, et dont je reparlerai un petit peu après. Leila, qui est un personnage donc important dans la BD, comme je le dis, garde son caractère rebelle et sûr d'elle, prête à tout pour veiller sur ses amis, sur ses compagnons. Et c'est ce qu'elle va faire une nouvelle fois dans ce film. Elle va prendre les devants, prendre des décisions risquées. Et j'avoue que j'aime bien ça. Pour moi, clairement, dans la BD, c'est Leila qui devait prendre le rôle de chef de groupe. Pas Doji. Oui. Ah, en parlant de Doji, eh ben, on va dire que c'est le seul personnage un petit peu respecté dans ce film. Respecté. Euh, ne vous inquiétez pas, tous les personnages sont respectés dans ce film. Ils ont tous le même, on va pas dire le même temps d'écran, puisqu'encore une fois, c'est le personnage de Lila qui remporte ça, mais ils ont tous la même importance. Et Doji, interprété par Stéphane Bach, reste le personnage qui est le plus en accord avec son personnage dans la BD. Stéphane Bach, qui, comme je l'ai dit précédemment, a doublé Miles Morales dans les deux films d'animation Spider-Man.
et qui a fait un très bon boulot. Oui. Oui. Je m'en fous du débat VOVF. J'ai regardé ces films dans les deux versions, et dans les deux versions, les doublages sont bons. Sont bons, je sais pas. Ah ah ah. Je suis drôle. Non, je sais que je suis pas drôle, hein. Stéphane Bach qui interprète magnifiquement le personnage de Doji. Un personnage renfermé, un peu rebelle, un peu bourru, mais qui va se révéler assez vite, courageux et prêt à tout pour sauver ses amis. On nous l'a prouvé justement dans dans la BD. Dans la BD, il a ces moments de badassitude, notamment dans le tome 3, où le gars va résister à un requin. Là où non, je vais pas spoiler. C'est dommage de spoiler, hein. Je vais pas spoiler, hein, vous inquiétez pas. On a aussi une autre différence importante avec la BD. Cette mystérieuse brume violette. Digne de Fortnite. Wow, je suis méchant. Je suis méchant. J'ai rien contre les gens qui jouent à Fortnite et autres, hein. C'est juste pour faire une comparaison. Brume qui n'y est pas dans la BD. Dans la BD, les personnages sont juste, seuls, justement. Si on veut, justement, aller plus loin pour parler, justement, des vrais défauts du film, sans être liés à l'adaptation, on peut parler de la deuxième partie du film. Pendant 1 heure, c'est vraiment, on sent le côté un peu horreur et dérangeant. L'aspect fin du monde et survie est très bien mis en avant. Mais tout d'un coup, on a un contraste assez violent avec une mise en scène qui devient plus, pas plus, dans un sens plus bordélique, car cette fois on retrouve d'autres personnes, mais moins, qui a moins de sens, je trouve, par rapport à l'histoire principale. Les acteurs sont bons pendant une majeure partie du film, mais justement la partie où ils entrent à Fortville est extrêmement et où ils croisent notre gentil petit Saul
Notre gentil petit. Oui, hein. Je vous expliquerai pourquoi. Hein. Ils sont un petit peu en surjeu à ce moment du film. Et c'est dommage. On a réussi à faire un bon truc. Et plus le film avance, plus on a cette sensation qu'ils auraient dû arrêter, arrêter le film au moment où ils rencontrent Saul et les autres. Ce que j'ai trouvé très intéressant justement. Pourquoi ne pas être resté sur la partie dans la ville avec le maître des couteaux et tout, puis possiblement tirer une suite avec justement Saul et les autres. Ça aurait été une excellente idée, ça. Ils ont dévoilé le mystère autour de la disparition des adultes dans ce film, ce qui est un petit peu une erreur, je trouve. Car ça démystifie un petit peu les événements qu'on a eus précédemment. Je sais que c'est con à dire. Et c'est pas un problème de la BD. Dans la bande dessinée, le mystère autour de la disparition des, des adultes est très intéressant. Là aussi, il est intéressant, mais il est, il est mené de façon à ce qu'on ait envie de découvrir autre chose. Qu'on ait envie de découvrir plus amplement ce qui attend les héros. Là, ça nous laisse un petit peu de marbre. Je me rappelle avoir vu ce film au cinéma à l'époque. J'avais 18 ans. Et à 18 ans, j'aimais quand même ce film. Bien que j'avais un petit peu laissé tomber la BD. Et j'avais trouvé le film très bon. J'avais trouvé ce film bon, pas très bon justement. Et moi qui connaissais justement ce plot twist, dont je ne parlerai pas, puisque je vous conseille, et même je vous supplie d'aller lire cette BD. Je pourrais même me mettre à genoux pour vous dire, lisez cette BD, s'il vous plaît. Mais c'est magnifique. Et j'ai trouvé que la façon dont il présente ce plot twist était un petit peu ratée. Mais bon, en parlant de choses un peu ratées, c'est Saul. Mais d'un côté, je comprends. Saul, dans la BD, il y a à l'époque des gens qu'il considérait encore comme un gentil. Il avait fait les mauvais choix et c'est tout. Alors, je comprends pourquoi il le voit comme un gentil. Et moi aussi, à l'époque, je le considérais pas comme un gentil, mais je trouvais une de ses histoires assez belle.
Encore une fois, je ne vais pas spoiler, mais ça le concerne lui et un des personnages principaux. Mais bon, ceux qui pensent que Saul était un gentil, excusez-moi, mais à quel moment un gars qui a sur sa table de chevet Mein Kampf et un portrait d'un joli nazi à moustache, ça fait de lui d'un gentil. Purée. Oui, évidemment, ce film garde les principaux intérêts les principaux sujets plutôt de la BD. Savoir le néofascisme, la mort, le deuil et, et les problèmes écologiques, la crise écologique et tout. Oui, Saul, excusez-moi, c'est pas un enfant de cœur. Déjà dans le film c'est un ado, voilà. Mais mais puis c'est pas un gars qui prône la liberté intellectuelle pour tout le monde. Ah, ah, ah. Sinon, l'autre antagoniste du film, le maître du couteau, est lui, incroyablement bien. Peut-être parce qu'il vient de la première partie, la première partie du film, celle qui adapte les premiers tomes et qui m'a vachement terrorisé dans la BD. Ce gars m'a traumatisé. Oui, et quelques années après, hein, j'ai découvert mon amour pour les films d'horreur. Alors que ce gars m'a traumatisé dans une BD. À vrai dire, il fait flipper, j'avoue. La totalité des antagonistes de la BD seule ont une aura terrifiante. Et oui, Saul, au-delà de son apparence de beau gosse, a une aura terrifiante. Je sais même pas s'il a les yeux bleus dans la BD. Je sais plus. Oui, oui parce qu'il est blond. Je sais pas s'il a les yeux bleus, j'ai oublié. On pourrait presque dire que c'est l'enfant préféré du moustachu allemand. C'est un, mais finalement, seul, oui, Saul, ça rime. Est-ce qu'on confond un peu les deux là. Ah, ah, ah. Seul est un film bancal avec une première partie
extrêmement bien, mais une seconde partie plus chaotique, plus pas violente, mais plus normale. Et ça, c'est un petit peu un défaut. Je comprends pourquoi, du coup, le film fait un petit peu un flop, malgré la popularité de la BD. Et c'est dommage. C'est dommage car je suis sûr qu'avec un petit peu plus de maîtrise du scénario et d'enjeux originaux, on aurait pu avoir des suites incroyables. Parler de l'enfant minuit, de tout ce qui se passe dans la BD, de l'univers de la BD. L'univers de la BD est tellement riche qu'on pourrait faire une énorme saga de films. C'est ça qui est le plus important. C'est le potentiel gâché de ce film. Prochainement, donc l'année en 2026, on aura une adaptation de la BD Les Légendaires. On ne sait pas grand-chose de ce film. On sait même pas s'il est en live action ou en animation. D'un côté, j'espère que ce soit un film d'animation. Car le fantastique et surtout l'univers de la BD légendaire que j'aimais bien, mais quand même moins que seul, est vraiment apte au film pour un film d'animation. Ce serait vraiment quelque chose d'incroyable. Regardez, derrière moi, j'ai un poster du Parrain deuxième partie et d'un film d'animation que les fans du manga aiment pas. Alors que techniquement, je préfère ce film d'animation. Oui, je l'ai en DVD. Les Chevaliers du Zodiaque, la légende du sanctuaire, que le film live action un peu nul, mais moins que Dragon Ball Evolution. Sorti il y a 2 ans déjà. Il y a 2 ans. Alors oui, ok, il y a un chevalier qui a une chanson pourrie, mais bon, les combats sont vraiment incroyables. L'animation pour la 3D, elle est bien. J'avoue que le bébé Athéna, ça m'a fait penser au à Renesmee dans Twilight, ce qui est pas une bonne chose, hein. Oui. Mais bon, voilà, tout ça pour dire que les adaptations d'œuvres d'un univers aussi riche comme ça, comme celui des légendaires ou des chevaliers du Zodiaque, et de seuls,
serait bien mieux en film d'animation. Voilà, et personnellement, c'est ce que j'attends. C'est ce que j'attendrais d'un film seul. Un film, ou même, si c'est pas l'animation, un film qui pourrait juste retranscrire l'atmosphère des premiers tomes. Puis ensuite, petit à petit, suivre, suivre l'histoire de la BD tout en changeant certaines choses. C'est vrai qu'une adaptation sans réelle différence avec l'histoire et l'œuvre d'origine, ce serait un peu mou. Mais si on prend le contraire, ça donne un certain film sorti en 2009. Je pourrais pas parler peut-être de ce film dans un prochain adaptation. Mais bon, voilà, c'est ce que je dis. Je ne veux, je ne veux pas d'un, je ne veux pas d'un film qui suive totalement l'œuvre originale. Je veux un film qui se regarde en tant que film, mais qui soit cohérent. Qui soit cohérent justement avec le film, qui soit cohérent dans son essence, mais aussi avec l'œuvre originale. Ce n'est pas un défi. Tout le monde peut le faire. Mais bon. Sur ce, j'ai fini cette vidéo. Je vous recommande tout de même de voir le film seul. C'est quand même une petite découverte plaisante à faire. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un bon film. Il reste bon dans ses adaptations, dans ses intentions et dans tout ce qu'il fait. Mais je vous recommande aussi de lire la BD. Cette BD est ce qu'il fait de mieux aujourd'hui dans la BD franco-belge. C'est intéressant. Ça parle de thèmes extrêmement importants. On a tout dedans. Des blagues, de l'action, des moments dramatiques. Ah ça oui, on en a. On a tous les moyens d'en faire un excellent film. Et j'espère que si quelqu'un a l'idée d'un projet d'adaptation de seul, qu'il en fasse un grand film. À bientôt pour une nouvelle vidéo.